Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste et les Bleus viennent de remporter leur dernier test match face à l'Australie. Sous la pluie, le 15 de France a pris du temps pour cadrer son adversaire avant de monter en puissance en seconde mi-temps. Je pense qu'on peut être satisfait de la copie rendue par les Bleus dimanche. On les a sentis plus en jambes, plus lucides, en clair plus frais qu'il y a 2 semaines face à l'Écosse. Et je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et parler du premier point rassurant. Après le forfait d'Entamac, on était beaucoup à se demander si Jalibert pouvait assurer la relève. Personnellement, j'avais pas trop de doutes. Le type est dans le système depuis 4 ans, il a déjà eu la place de titulaire en équipe de France. Donc franchement, je m'inquiétais pas trop. J'attendais donc de lui qu'il fasse taire les critiques et je trouve qu'il a répondu de la plus belle des manières. J'ai trouvé son match très intéressant parce que même si on sent qu'il joue plus sobre, qu'il joue un peu plus avec le frein à main que ce qu'il en a d'habitude en club, il attaque moins la ligne et il joue moins seul, mais par contre il touche quand même beaucoup de ballons et il fait davantage jouer autour de lui. Beaucoup pointaient du doigt le fait que son côté offensif n'était pas complémentaire avec Dupont, et je pense qu'il y avait aussi un peu de vrai là-dedans, mais là je trouve qu'il a justement su s'adapter pour après monter en puissance au cours de la partie. Et pour le coup, j'ai pas mal apprécié cette action où il a su se porter au soutien après une percée d'Antoine Dupont. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le début de connexion qu'il a semblé nouer avec Thomas Ramos. L'arrière toulousain s'est plusieurs fois placé en position de 10 sur des phases un peu arrêtées, tandis que Jalibert attend dans le dos de la cellule d'avant pour surgir et apporter du dynamisme sur une passe. Ça a eu lieu 2 fois en fin de seconde période, notamment grâce à des libérations après contact de Cameron Wauki, et j'ai trouvé cette configuration très efficace. Bon, après, c'était pas non plus une énorme équipe d'Australie en face, il y avait quand même pas mal de problèmes dans leur défense, mais cette capacité qu'ont eu les Français à jouer rapidement et dans le bon tempo pour accélérer le jeu d'un coup et trouver des espaces, j'avoue que ça m'a pas mal emballé. Et aussi, le fait de placer Ramos en 10, ça permet aussi de bénéficier de sa précision de jeu au pied. On l'a vu par exemple sur une action tenter le par-dessus pour Jalibert. Et ce que je trouve intéressant, c'est que d'habitude ce geste, c'est plutôt Jalibert qui le fait en première main, il est en position de 10, il tape pour lui-même et il essaie de choper le ballon dans le R2. Sauf que ça, les défenses commencent à le savoir, on en a l'habitude, il le fait souvent en équipe de France et avec son club à Bordeaux, et donc les défenses commencent à s'habituer. Et donc cette variation avec Ramos qui est en 10 et qui tape le par-dessus pour Jalibert qui est un peu caché dans sa ligne, ça a pour effet de surprendre la défense, c'est une variation intéressante, je trouve que la réalisation était bonne, et en vrai il y avait quasiment essai au bout. Bon par contre Jalibert, on sait que la défense c'est pas son truc, il loupe 4 packages sur 10, lui-même l'admet assez facilement que c'est un de ses points faibles, il a été pas mal visé en plus dimanche, mais bon dans les faits ça n'a pas eu de réel impact sur l'équipe, et de toute façon, il va falloir s'adapter. Mais de manière générale, j'ai aimé la façon dont le 15 de France s'est approprié les rênes du jeu. On a vu beaucoup de libérations après contact ou au cordeau pour insuffler du dynamisme et créer des brèches, et les joueurs se trouvaient assez facilement mine de rien. J'ai beaucoup d'exemples à montrer, mais mon préféré, je pense que c'est celui-ci. Danty est servi au centre du terrain et met toute son équipe dans l'avancée. Dupont fait vivre le ballon, et là, il a tout de suite pléthore de solutions. Il y a Ficou à hauteur, il y a Jalibert dans le dos, ou il y a encore Ramos qui est très en profondeur, et même Marchand qui vient de l'intérieur. C'est Marchand qui est choisi pour fixer encore une fois, avant de servir les 3 quarts sur le temps de jeu suivant. Et ce que j'aime bien, c'est que justement sur le temps de jeu suivant, Jalibert et ses partenaires, ils semblent très à plat, et ils ne sont même pas vraiment lancés, et on doute un petit peu de leur menace. Leur langage corporel ne trahit pas du tout ce qui va se passer dans quelques secondes. Sauf que ce qui se passe, c'est que Ramos et Villiers, ils se décalent au dernier moment pour jouer, alors que Jalibert fixe et donne. Le décalage est alors créé, Ramos, Penaud et Villiers s'enchaînent, et l'occasion d'essai n'était vraiment pas loin si seulement Tupou n'avait pas tenté de décapiter Villiers. D'ailleurs, je suis assez étonné que l'arbitre n'ait pas sorti le jaune là-dessus. Ok, Villiers va bien, mais c'est quand même 135 kilos qui t'arrive sur la nuque comme ça, par derrière, et qui te plante la tête dans le sol. En vrai, il y a moyen d'avoir une grosse blessure assez grave, donc je pense que le carton jaune aurait dû être sorti là-dessus. Mais comment parler du dynamisme de notre attaque sans en évoquer le principal catalyseur, j'ai nommé Jonathan Danty. Dimanche après-midi, c'est lui qui a mis l'équipe de France dans les meilleures dispositions pour qu'elle puisse mettre son jeu en place. Véritable boule de bowling lancé plein fer sur les quilles australiennes, le centre rochelais a martyrisé la défense adverse. D'abord parce qu'il gagne ses duels et qu'il trouve de l'avancée, mais surtout parce qu'il offre des libérations rapides. J'en parle souvent de ces libérations rapides, c'est-à-dire des moments où le ballon reste 3 secondes ou moins dans le ruck et qu'après il est éjecté. Et donc j'en parle souvent tout simplement parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans le rugby. Un ballon libéré rapidement, c'est crucial parce que ça veut dire que pendant que la défense est encore en train d'absorber le choc de l'attaque, avec des joueurs qui sont en train de se relever, en train de se replacer, de se remettre en jeu, le ballon il est déjà éjecté pour une nouvelle phase et mécaniquement ça ouvre des espaces. Pour revenir à Danty, au moins 3 essais découlent directement de son impact ballon en main. Évidemment il y a le premier essai marqué en force, mais le premier essai de Penaud a aussi été influencé par sa prise de balle. Servi au centre du terrain, il met Foketti sur les fesses et force la défense australienne à se resserrer autour de lui. Et regardez, si on fait un arrêt sur image, il y a des espaces béants à exploiter. Jalibert appelle et attaque la ligne, tandis que les défenseurs australiens ne montent pas uniformément. On voit notamment les 2 flanqueurs Hooper et McWright se chevaucher. C'est donc cette zone que l'ouvreur décide d'attaquer et il passe les bras pour Ficou qui est stoppé à quelques mètres de l'embut. Et là,
C'est mort pour les Wallabies. Dupont fait preuve d'une grande classe, il lève la tête, voit Penaud en bout de ligne et lui adresse une sublime passe au pied. Et c'est un peu la même histoire pour l'essai de Villiers en fait. On envoie le bulldozer, la défense se resserre alors que Villiers est libre dans son couloir. Jalibert a le coup d'œil, fait d'abord mine de jouer à la main, avant de le servir au pied. Essai. Enfin, j'aimerais aussi revenir sur le dernier essai de Penaud pour mettre en valeur l'autre compère de la paire de centre, Gaël Fickou. Auteur lui aussi d'un match très solide après une rencontre un peu en demi-teinte face à l'Écosse il y a 2 semaines. Ce que j'adore sur cette action, c'est que la phase elle est a priori plutôt arrêtée, il n'y a pas beaucoup de dynamisme non plus, le ballon a été long à sortir, et donc il n'y a pas forcément d'opportunité évidente, même si on voit que la défense australienne est très resserrée, et laisse Penaud seul dans son couloir là-bas. Et ce pourquoi j'admire Fickou, c'est son intelligence. Ce qu'il fait, c'est qu'il laisse les défenseurs venir tranquillement à lui. Comme je l'ai dit, ils sont très resserrés, je pense aussi qu'ils ont peur de Danty qui est dans le dos, et qui leur a fait la misère pendant tout le match. Et alors que la défense est presque sur lui, Fickou adresse une superbe passe, un peu nonchalamment comme ça, pour Penaud qui a du champ. Les défenseurs qui sont montés très vite sont forcément pris à contre-pied, ils doivent redémarrer dans l'autre sens pour essayer de le rattraper, et là, c'est trop tard. Penaud a du champ, de la vitesse, il tape son petit par-dessus et marque son essai. Et un dernier point que j'ai trouvé satisfaisant avant la Coupe du Monde, c'est notre défense sur Maul. On n'a jamais été inquiété dans ce secteur, pourtant en face, il y avait du client entre Tupou et Skelton. Rappelez-vous comment Skelton avait été une pièce maîtresse des ballons portés Rochelais cette saison, notamment en finale face au Leinster, j'avais fait un gros point là-dessus. Et pourtant, on n'a pas été bougé sur cette phase de jeu. Sachant qu'on risque de rencontrer l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart, j'oublie pas l'Écosse, mais bon, vous voyez le topo, eh bien je trouve ça mine de rien plutôt rassurant. Par contre, même si ce match est plein de satisfaction, il y a quand même des choses à redire, et notamment la première chose pour moi, c'est la discipline. 12 pénalités, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, j'ai l'impression qu'on était fragile dans le deuxième rideau. Les Australiens ont plusieurs fois tenté de kicker le ballon dans cette zone. Vunivalu marque d'ailleurs un essai de la sorte. Et à chaque fois qu'ils ont joué dans le R2, ça nous a quand même mis pas mal en danger. On aura l'occasion d'en reparler lors de ma vidéo briefing pour le match d'ouverture face aux All Blacks, mais les Néo-Zélandais ont beaucoup d'arguments pour nous mettre en danger dans cette zone, avec les jeux au pied de Moonga et des frères Barrett, et surtout avec les ailiers fantastiques que sont Jordan et Telea. Alors je pense qu'il va falloir surveiller ça de près. Tout comme on a parfois été mis en danger dans les retours, on s'est retrouvé plusieurs fois en son ombre sur ces phases. Attention parce qu'on sait que de plus en plus d'équipes jouent ces inversions, et notamment les Néo-Zélandais. Et enfin, je trouve, là c'est plutôt général, je trouve que près de notre ligne, on a du mal à défendre sur le large. Alors attention, c'est toujours une phase délicate et c'est très facile de se faire prendre là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'avec un poil plus de communication, on pouvait éviter ça. Je parle donc du premier essai australien, les Wallabies viennent de faire un maul qui s'est écroulé. Ce qu'on remarque, c'est que Villiers et Dupont sont dans le fermé face à personne. Il y en a un des deux qui pourrait décrocher pour venir dans la ligne ou au moins derrière dans le R2 pour alimenter la défense. Et sur ce plan, on voit que la défense est plutôt à l'équilibre, même si Ramos, dans les faits, il a un 2 contre 1 à défendre sur le large. On ne le voit pas, mais il y a Kellaway et Nakawini Tawase qui sont disposés face à lui. Le problème, j'ai l'impression qu'il intervient entre Jalibert et Penaud qui ne communiquent pas assez. Les deux se focalisent sur le même joueur alors qu'il faudrait que Penaud glisse directement sur le large sur Kellaway une fois que la passe dans le dos a été faite pour rééquilibrer la défense et assister Ramos. Et Ramos d'ailleurs, on en parle, lui aussi selon moi, il fait le mauvais choix puisqu'il vient rusher monter très haut sur Kellaway. Alors rusher dans les faits, ça peut avoir du sens, mais par contre, il faut être sûr de soi. S'il arrive une seconde en avance, il peut étouffer l'attaque et inverser la pression. Mais là, par contre, il arrive un peu en retard, la passe peut être faite, et il y a essai en bout de ligne. D'habitude, ce genre de défense dite en inversé, ça marche avec un joueur qu'on appelle la soupape. C'est-à-dire que pendant que le rusher monte en inversé très vite pour casser l'attaque, il y a un autre joueur qui est dans l'intérieur qui lui vient glisser vite sur le large pour rattraper le coup au cas où. Sauf que là, on l'a vu, déjà il n'y a pas de second rideau puisque Dupont et Villiers sont autour du maul, et surtout, il y a beaucoup trop de chemin à parcourir pour espérer rattraper le receveur de la passe, même si Penaud est très rapide, ça suffit pas. Dans cette situation, je pense que Ramos aurait pu temporiser un temps pour laisser le temps à Penaud de décrocher, et sa vitesse, je pense, lui aurait permis de rattraper le coup. Ça me rappelle un peu le premier essai qu'on se prend lors du deuxième match de prépa face aux Écossais. Là aussi, Ramos manque de communication et décide de rusher sans réussir à perturber l'attaque, et je pense qu'on a un petit point d'amélioration là-dessus. Déjà en termes de timing, parce que Ramos monte à mon avis trop tard, parce que finalement la passe peut être faite, et surtout en termes de communication, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Après, tout ce que je viens de dire là, je l'analyse avec des plans aériens, je décortique tout ça depuis mon canapé, c'est assez facile à dire. Quand t'es dans le match à 5 mètres de la ligne, c'est surtout l'instinct qui parle, et donc c'est pas aussi évident à faire, j'en ai conscience. Mais attention tout de même, parce que ça fait 2 essais qu'on encaisse de la sorte. On va passer au top et au flop de la rencontre, puis on terminera par le geste d'or et la boulette d'or. Mais avant ça, c'est l'heure de vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de vous abonner. On est presque 40 000 sur la chaîne, ce serait génial d'atteindre ce nombre juste avant le match d'ouverture pour la Coupe du Monde. On n'oublie pas non plus le pouce bleu, c'est important, le petit commentaire, et puis si vous avez les moyens, vous pouvez me laisser un pourboire,
Il y a le bouton merci juste en dessous de la vidéo, ou sinon il y a mon PayPal dans la description. Et aussi, rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram pour plus de contenu. Bon, les tops et les flops de la rencontre, ça va aller vite. En top, il y a Danty, l'homme qui a mis l'équipe de France dans l'avancée durant toute la partie. Il a complètement dominé ses adversaires ballon en main. On pourrait aussi mentionner la charnière qui s'est mise au diapason pour l'équipe, ainsi que les deux ailiers français qui ont su tous les deux trouver le chemin de l'en-but. Mention spéciale également au bord des finisseurs qui a apporté du gaz en fin de match. Pour les flops maintenant, je dirais Carter Gordon, l'ouvreur australien. C'est dur pour lui, il a que 22 ans. Il est aussi dans une équipe qui galère pas mal, on va pas se le cacher. Faut dire aussi qu'il a pas été vraiment aidé par ses centres qui ont été complètement transparents. Globalement aussi ce match, c'est un flop pour Eddie Jones. Il y a un an, les Wallabies de Dave Rennie montraient quand même davantage de garantie que la sienne. On avait dû se battre bec et ongles au Stade de France pour remporter la partie in extremis. Les Wallabies avaient ensuite échoué de 3 points seulement en Irlande et s'étaient aussi offert une remontada incroyable à Cardiff. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose de ce qu'avait construit l'ancien sélectionneur. Là, on a eu droit à une équipe assez moribonde, en manque de repères, et tout ce qu'on a, c'est un Eddie Jones lunaire, narquois, qui provoque les journalistes, et qui veut bluffer en disant qu'il cache son jeu pour la Coupe du Monde et qu'il va la gagner. Après avoir quasiment coulé l'équipe d'Angleterre, je ne comprends toujours pas pourquoi la fédération australienne a fait appel à lui à seulement 8 mois de la Coupe du Monde. D'habitude, j'aime beaucoup le jeu des Wallabies, fait de vitesse, de technique, de prise d'initiative, mais là, je crains vraiment le fiasco. Heureusement, ils sont dans une poule assez ouverte, mais j'ai du mal à être enthousiaste pour eux. Pour le geste d'or, les candidats sont d'abord Jalibert et Dupont, tous les deux pour leur passe au pied menant chacune à un essai. Il y a aussi Nawakani Tawase, l'ailier au nom imprononçable, qui m'a marqué grâce à des offloads assez improbables. Et enfin, il y a ce contre en touche de Wookie à 5 mètres de l'embut tricolore. Pour la boulette par contre, je pense qu'on peut désigner d'office Julien Marchand et ses 2 bras cassés concédés à cause d'une feinte de lancer. A priori, il se plaignait du bruit, il n'entendait pas les annonces, mais à ce niveau-là, tu peux pas faire ça. Bon, dites-moi en commentaire quels sont vos candidats favoris, dites-moi aussi vos impressions sur ce match et par rapport à la Coupe du Monde qui arrive dans 10 jours. Merci d'être toujours plus nombreux à me soutenir, ça me fait grave plaisir. Et avant de partir, j'ai besoin de vous 2 minutes, j'aimerais que vous m'envoyiez soit en commentaire, soit sur Instagram, des avis impopulaires ou populaires par rapport au rugby. Et avec mon frère, on va faire une vidéo là-dessus, on va justement donner notre avis sur vos avis. Envoyez-moi ça peut être sur tout et n'importe quoi sur le monde du rugby, il faut que ça concerne le rugby. Voilà. Bon allez, merci de m'avoir regardé, on se dit à la prochaine.